Bonjour et bienvenue dans ma bulle de douceur, le podcast qui t'offre un moment de réconfort, d'inspiration dans ton parcours de parentalité. Je suis Océane, accompagnante postnatale et je suis ravie de t'accueillir dans cet espace où la parole se libère et où l'échange se veut sincère et chaleureux. Dans chaque épisode, nous plongerons ensemble dans des conversations enrichissantes avec des parents, des professionnels de la santé, du bien-être et de la petite enfance, ainsi que des créateurs français et françaises passionnés. Nous aborderons des sujets essentiels liés à la parentalité, des difficultés du quotidien et aux moments de joie et de bonheur. Je souhaite créer ici un véritable cocon où tu pourras trouver du réconfort, des conseils et surtout te sentir accompagné même à distance. Parce que oui, chaque parent mérite d'être entendu, soutenu et accompagné. Alors installe-toi confortablement, prends une grande respiration et laisse-toi envelopper par cette bulle de douceur. Car ensemble, nous allons explorer la parentalité avec amour, compassion et bienveillance. Merci de me rejoindre dans cette belle aventure et maintenant, laisse-toi emporter par ma bulle de douceur. Bonjour Stéphanie, je suis vraiment ravie de t'accueillir sur mon podcast et je voulais savoir comment tu vas aujourd'hui. Bonjour Océane, écoute, ça va très bien, c'est le début d'une belle aventure. Oui, carrément. Là, ça vient tout juste de débuter et je suis vraiment très heureuse pour toi. On aura l'occasion de parler de ton métier, de ce que tu réalises à travers ce podcast. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi, de ce qui t'a inspiré à créer des créations personnalisables en bois ? Alors, moi c'est Stéphanie, donc j'ai créé Pétales de bois il y a quelques semaines. J'ai 35 ans, j'habite dans le Calvados en Normandie. Et pour vous faire ma petite histoire, donc moi j'ai un diplôme en ressources humaines, j'ai travaillé pendant 10 ans dans les bureaux. Dans le monde des cabinets d'avocats, de la banque, du logement social. Et puis, j'aimais beaucoup mon métier de ressources humaines. Mais en 2021, on a décidé avec ma famille de partir s'installer au Québec, à Montréal exactement. Et j'ai eu l'opportunité en partant là-bas de retourner un peu sur les bancs de l'école et de faire une reconversion professionnelle. Et ça faisait plusieurs années que les métiers du bois m'intéressaient. J'ai trouvé une école à Montréal qui s'appelle l'École nationale du meuble et de l'ébénisterie. Et voilà, je me suis dit c'est le moment. Donc j'ai passé 2 ans là-bas. J'ai appris tous les métiers du bois en lien avec le meuble. Je me suis vite rendu compte que fabriquer des meubles, c'était un peu trop intense pour moi. Mais j'ai eu la chance. L'école organise chaque année un marché où les étudiants peuvent créer des objets et les vendre à l'école. Donc c'est un marché qui fonctionne plutôt bien, qui est connu dans le coin de Montréal. Et j'ai voulu y participer et j'ai commencé à créer des petites décorations murales personnalisées en fait en mêlant le travail du bois et la peinture que j'aime beaucoup. Donc en fait, tu allies la peinture et également la création en bois, c'est ça ? La peinture, c'est quelque chose que j'aimais déjà beaucoup, mais on apprend à l'école du meuble, on apprend aussi à utiliser les couleurs, à utiliser la peinture. Alors en plus grosse quantité, on va vaporiser la peinture sur les meubles. C'est pas le même procédé que de peindre au pinceau, mais ça m'a replongé dedans en fait. C'est un peu ce que j'avais oublié pendant mes 10 ans en ressources humaines. Et puis le fait d'être maman aussi, parce qu'on n'a plus le même temps, j'avais laissé tout ça de côté. Et en fait, de participer à ce marché, ça m'a activé mon côté créatif que j'avais un petit peu perdu pendant toutes ces années. Et donc j'ai commencé à vendre des décorations murales comme ça. Et puis on est rentré en France parce que la France nous manquait. Donc j'ai passé 2 ans là-bas et en rentrant, je me suis dit bon, est-ce que je retourne en ressources humaines ? Est-ce que je continue dans ce domaine ? Et puis finalement, j'ai la chance d'avoir une famille qui m'entoure beaucoup, mon mari et mes enfants sont mes premiers fans. J'ai entamé le processus pour créer mon entreprise. En tout cas, c'est super important d'être entouré par sa famille, d'avoir ce soutien parce que c'est vrai que lorsqu'on démarre, que l'on a une idée de projet en tête, on se rend compte que l'on a tellement besoin d'être épaulé dans cette aventure parce qu'en étant seul, je pense que ça doit être vraiment difficile. Moi, c'est plus qu'épaulé. Mon mari, c'est lui qui m'a poussée à faire ça parce que t'as pas forcément toujours confiance en toi, dans tes projets, en ce que tu fais. Et voilà, je pense que c'est important d'avoir des personnes à côté de toi qui disent si, c'est bien ce que tu fais, tu peux y aller.
Ouais, ça donne vraiment un coup de boost et de se dire que moi aussi je suis totalement légitime de vouloir me lancer dans cette aventure. Je pense que ça va vraiment faire du bien au quotidien. Complètement. Du coup, tu as vécu 2 ans au Québec, c'est ça? Oui, pendant 2 ans, ouais. On était sur Montréal, et puis la région. On a fait 1 an dans Montréal et puis 1 an à l'extérieur de Montréal, mais j'ai passé 2 ans à l'école du meuble. Ah d'accord. Et est-ce que c'était un choix d'aller dans ce pays-là ou est-ce que c'était pour faire la formation ou est-ce qu'il y avait des formations déjà en France? Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi justement tu t'es tournée vers le Québec? Eh bien, alors, le premier projet, c'était de partir en famille au Québec. Ça faisait quelques années qu'on en parlait avec mon mari. Et puis, en fait, on a attendu d'avoir notre deuxième enfant. On a attendu qu'il ait 1 an et demi aussi parce qu'on s'est dit avec la neige, s'il marche pas, ça va être compliqué. Avec la poussette, etc. dans la neige. Je sais pas pourquoi, on s'est dit, voilà, au 1 an et demi, on s'en va au 1 an et demi de notre deuxième. Et puis ça s'est fait, enfin tout s'est déroulé comme on l'avait prévu, donc on a eu nos visas très rapides. Et c'est vrai que pour partir au Québec, en fait, t'as plusieurs possibilités. Alors nous, on est parti en période de Covid en plus, donc ça a été un peu plus compliqué. C'est très restreint au niveau de l'immigration. Et une des façons de pouvoir partir, d'avoir son permis pour partir au Québec, enfin pour rentrer au Québec en tout cas, c'était d'avoir un permis d'études. Et mon permis d'études, en fait, donnait le droit à mon mari de travailler dans une entreprise et donnait le droit à mes enfants d'aller à l'école aussi. Mon permis d'études qui a permis à toute la famille d'aller au Québec. Et donc, on s'est vite dit, bon, voilà, c'est la meilleure solution. Tu reprends tes études. Voilà, ça faisait 10 ans. Je pense que, je vais pas dire que j'avais fait le tour, parce que 10 ans, c'est pas assez, mais j'aimais beaucoup mon métier de ressources humaines, mais j'étais prête à changer. Et ça faisait depuis mon premier congé maternité, en fait, où je m'intéressais aux meubles. Alors plus à la rénovation de meubles, relooking, etc. Et j'avais, avant d'être enceinte de mon premier, j'avais commencé à m'inscrire à une école spécialisée dans la rénovation de meubles. Et donc c'était, tu vois, finalement, c'était déjà un projet qui datait il avait 5 ans quand on est parti, donc de 5 années. Et puis comme j'étais tombée enceinte, j'avais laissé tomber parce que faire une école où on manipule des machines et des produits enceintes, c'était pas possible. Donc c'est un projet que j'avais mis de côté et c'est vrai qu'en cherchant les formations au Québec, en me disant bon, faut que je trouve une formation. Au début, je m'étais dit bon, je vais prendre une formation simple, c'est juste pour rentrer au Québec. Et puis je suis tombée sur cette école du meuble et ça me trottait dans la tête et j'arrivais pas à me l'enlever de la tête. Je me disais mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Et voilà, et puis j'en ai parlé à mon mari et ça s'est fait, on est parti là-dessus. Et ça a été, c'était une évidence, quoi. Ça a été 2 années merveilleuses. Oui, ça a allié beaucoup de choses pour le coup, parce que ça allie le souhait d'aller au Québec, mais aussi de mettre en place ce projet qui te tient à cœur, et à la fois parce que tu attendais aussi que ton deuxième enfant puisse marcher. Au final, vu que tout cela contribuait, ça vous a permis d'y aller et c'était un choix pour vous deux en tant que couple. Ça vous a permis d'y aller en famille, de créer des souvenirs. Mais est-ce que ça t'a ressourcé et est-ce que ça t'a donné envie de poursuivre la création du bois? Moi, ça a été j'allais dire une révélation, mais une re-révélation. J'ai l'impression de revivre les sensations que j'avais étant plus jeune. Je te parlais tout à l'heure de la créativité que j'avais un peu oubliée. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai mis complètement de côté pendant 10 ans. Et là, ça a été vraiment je parlais d'évidence aussi, et ça a été une révélation et une évidence, quoi. Tout ce que j'ai fait, même si fabriquer des meubles pour moi c'était trop intense, c'était une école en fait où c'est pas comme un CAP d'ébénisterie où tu es vraiment en atelier et t'apprends les gestes d'atelier. Là, c'est une école qui propose une formation qui est très polyvalente. Donc, tu as aussi bien les métiers en atelier que les métiers de design, de création d'entreprise, enfin de gestion d'entreprise, etc. C'est vraiment une panoplie de cours qui est assez... une panoplie qui est... C'est assez vaste, en fait. Oui, qui est assez vaste. Et voilà, et chaque cours a été du bonheur, quoi. Enfin, tout ce que j'ai appris me sert aujourd'hui dans ce que je fais. En tout cas, c'est super et ça te permet de mettre à profit tes réalisations. Et d'ailleurs, on peut les retrouver sur ton compte Instagram, les créations que tu réalises. Est-ce que tu peux nous décrire le processus de création d'une pièce en bois que tu réalises? Donc, en fait, la conception jusqu'à la réalisation finale.
C'est exactement ça. Ça commence par la conception. Ça commence devant mon ordinateur. Déjà, il faut que j'ai l'idée. Il faut que j'ai une idée. Donc souvent, les idées, elles arrivent dans le quotidien. Un magazine que je peux lire, une boutique où je peux aller, où je me dis tiens, ça me fait penser à ça. Ça pourrait être. Faudrait que je dessine un truc comme ça. Donc je me mets devant mon ordinateur, je mets sur l'ordinateur en fait. Je travaille beaucoup. Alors moi je dessine pas. J'essaye, mais c'est pas mon métier. Avec des illustrations et notamment une illustratrice polonaise que j'ai trouvée sur Etsy justement. Et je travaille beaucoup avec ses illustrations à elle, parce que je travaille son univers. Donc j'utilise ces illustrations pour peaufiner le design que je souhaiterais faire pour ma création. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, donc j'ai les dimensions en tête, je sais à peu près comment sont placés les différents éléments, je vais dans mon atelier. Et donc là, l'atelier, c'est vraiment l'atelier où je travaille le bois, donc un atelier très poussiéreux, où j'utilise des machines. Et donc là, je vais surtout créer mon support. Donc si vous allez voir ma page Etsy ou Instagram, vous verrez que toutes mes créations, enfin la plupart de mes créations, c'est un support en bois et après je peins dessus. Donc là, je vais créer mon support. J'utilise des scies, j'utilise ma scie à chantourner que j'aime beaucoup. J'utilise une perceuse à colonne aussi, et puis je ponce beaucoup parce que le bois c'est beaucoup de ponçage. Et donc une fois que j'ai fini ça, j'ai fini mon support, que mon support est prêt, je sors de mon atelier qui est très poussiéreux pour aller peindre. Parce que je ne peux pas peindre dans mon atelier. Sinon, je pense que ce serait pas très beau à voir. Parce qu'avec toute la poussière et la peinture, ça fait pas bon ménage. Là, je sors de mon atelier et puis j'imprime, je peins directement sur le support, ou je peux aussi imprimer. Je sais pas si tu connais la machine Cricut. Ah oui, je la connais et elle est vraiment formidable, ouais. Ouais, tu peux faire beaucoup de choses. Alors, elle est très connue pour la découpe de vinyle, mais elle fait plein d'autres choses. Et moi, j'utilise, donc c'est comme un vinyle, mais ça s'appelle c'est un pochoir qui est un vinyle transparent finalement. Et donc je crée mes pochoirs sur le logiciel de Cricut en fonction du design que j'ai choisi. Et ensuite j'imprime mes pochoirs qui me permettent donc de faire mes dessins. Et ensuite je peins avec ma peinture. Donc moi j'utilise la peinture Colibri, qui est une peinture qui est fabriquée en France et qui est biosourcée à 95%, donc qui est fabriquée avec des éléments naturels tout simplement. Et donc j'utilise cette peinture et tout ce qui est vernis, enfin tout ce qui est finition en fait de cette marque-là. Je ne connais pas la marque, mais c'est hyper intéressant de la connaître, sachant que tes créations sont à destination d'enfants. C'est important d'avoir, comme tu dis, de la peinture qui soit respectueuse de l'environnement, mais aussi pour le bien-être des enfants. Je trouve que cela va vraiment bien. Dans ce que tu présentes, j'adore parce que tu sais très bien ce que tu réalises et c'est d'autant plus gratifiant de savoir que l'on arrive à le faire soi-même. Sur ton compte Instagram aussi, j'aime bien lorsque tu présentes en vidéo ce que tu réalises par rapport à tes créations, en passant par la Cricut, mais aussi le découpage du bois. Ça nous donne vraiment une impression de faire partie justement de ton atelier et de voir comment tu procèdes. Puis aussi de savoir que tu réalises tout ça avec tes petites mains quand même, donc moi je te trouve vraiment talentueuse. Je pense que c'est important aujourd'hui, on revient quand même à des fondamentaux. La crise sanitaire n'a pas fait que du mal. Déjà c'était une tendance qu'on voyait avant, mais je trouve que les gens reviennent de plus en plus à des fondamentaux, que ce soit au niveau nourriture, alimentation, et puis les différents achats qu'on peut faire aussi dans les magasins. Les petits créateurs ont de plus en plus de visibilité, j'ai l'impression. Après, peut-être que c'est parce que je suis dedans que j'ai cette impression-là, mais moi, je pense que les gens ont besoin de retrouver des décorations, des objets qu'ils vont acheter qui ont les mêmes valeurs qu'eux. Et voilà, le fait de montrer sur Instagram la façon dont je procède, pour moi, c'est aussi une façon de montrer que effectivement, on parle pas d'une grosse machine derrière pétale de bois. C'est moi et je suis toute seule. Et s'il y a sur mes créations 1 à 2 semaines de délai, c'est parce que je suis toute seule. Une réflexion sur les produits que je propose, faut pas croire que quand tu es petit créateur, tu crées juste pour le plaisir des pièces uniques, etc. Il y a quand même un côté un peu fait en série en fait. Tu vois, par exemple, je propose des petits médaillons avec
couronne de fleurs et une initiale au milieu. Il y a 26 lettres dans l'alphabet, tout déjà. Il faut en réaliser 26 d'affilée si tu vas avoir toutes les lettres. Enfin, c'est pas que des créations uniques. Il y a aussi une réflexion et ça je l'ai appris à l'école, comment je rentabilise mon temps. Si je fais pièce par pièce, je perds beaucoup plus de temps que si j'en fais 10 affilées, par exemple. Donc quand je me lance, quand je vais dans mon atelier, c'est pas pour réaliser une pièce, et je vais faire, par exemple, si je fais un fanion, je vais en faire 10, et comme ça j'en ai 9 autres qui sont prêts pour la prochaine fois que j'aurai une commande de fanion. Bien sûr, et c'est totalement normal. Quand je vois le temps que tu y consacres pour la réalisation de tes créations, je me dis que 2 semaines, comment tu y arrives à faire tout ça déjà ? Moi, j'y arriverais pas du tout, mais c'est vraiment trop beau. Oui, c'est vrai que tu proposes différents articles pour tous les goûts avec différentes couleurs. Et dans tes stories Instagram, souvent, tu nous proposes de choisir les couleurs, et ce qui nous permet vraiment d'interagir avec toi, et je trouve ça vraiment formidable. En tant qu'acheteuse, je me tourne de plus en plus vers des articles personnalisés pour faire plaisir à des proches ou bien à des amis. Je trouve cela tellement bien d'avoir une personnalisation avec son prénom ou avec des éléments qui nous correspondent, qui font partie de nos valeurs. Pour parler de tes articles en bois, quels articles proposes-tu ? Alors aujourd'hui, j'ai 5 articles avec différentes variantes. Donc je propose. Donc c'est de la décoration murale dans l'ensemble. J'ai juste un article qui est apposé. Alors il faut savoir qu'il y a quand tu fais des articles pour les enfants, pour les chambres d'enfants, il y a quand même des normes à respecter. Si l'article est à hauteur de l'enfant. Donc si c'est un article que l'enfant peut attraper, peut mettre dans sa bouche, etc., t'as quand même des normes. Donc moi, pour l'instant, je débute. Je veux pas me restreindre avec toutes ces normes, donc je fais surtout la décoration murale pour pas que ce soit à hauteur des enfants, justement. Ce qui m'empêche pas d'ailleurs, quand même d'avoir une peinture éco-responsable. Ce que tu veux expliquer, c'est que tu veux te faire plaisir sans te restreindre par rapport aux normes écrites pour les enfants afin de les protéger, mais tu préfères rester sur quelque chose où l'enfant ne va pas être en contact direct avec l'objet. Oui, parce que je pense que c'est un autre. Après, c'est un métier de connaître toutes ces normes, de respecter toutes ces normes. C'est des contraintes qui sont quand même assez intenses. Et pour l'instant, pour débuter, je préfère me cantonner aux décorations murales, donc je propose surtout ça. Ouais. Donc j'ai proposé, j'ai passé quand même plusieurs semaines et mois à préparer la création de l'entreprise, et notamment pour pouvoir aussi définir ma gamme de produits. Et moi, j'avais à cœur de proposer des produits qui vont s'adapter à toutes les bourses. Donc je propose des produits de différents prix, en fait, toute une gamme de prix. Donc ça va commencer à un petit médaillon. Donc c'est un médaillon qui est toujours personnalisé, mais juste avec une lettre. Donc tu as une couronne de fleurs avec une initiale, donc l'initiale de l'enfant. Donc je propose un petit médaillon. Ensuite, on va trouver les fanions donc avec des animaux. Donc là, il y a plusieurs variations. Tu peux avoir un chat, un cerf, un koala, un lion, une petite méduse. Puis je pense que je vais développer. Donc c'est toujours les designs de l'illustratrice polonaise dont je te parlais, ouais. Qui fait des super illustrations que j'achète. Je fais fonctionner son commerce à elle. J'ai les crédits pour les utiliser, les crédits commerciaux. Et donc voilà. Donc ça, c'est ce que je mets sur mes petits fanions. Ouais, elles sont magnifiques. Tu nous parles justement de fanions. Est-ce que tu pourrais nous décrire qu'est-ce que c'est ? Moi, j'appelle ça un fanion parce que ça a la forme, d'un fanion rectangulaire avec une pointe en bas. Donc moi, je mets, pour pouvoir le suspendre, tu as une corde en macramé qui est accrochée. C'est vrai qu'on ne le voit pas forcément sur les photos que je peux présenter parce que mes articles, les photos de mes articles les articles sont posés, donc forcément tu vois pas la corde qui est derrière. Mais je le note bien dans le descriptif. Donc il y a une corde en macramé qui permet de l'accrocher. Donc ça fait une décoration murale où tu trouves donc le portrait, un animal en portrait, un peu comme un animal. Moi, j'appelle ça un animal totem. En fait, tu vas choisir pour ton enfant l'animal qui le représente. Et puis, au-dessus, le prénom de l'enfant. Donc, c'est entièrement personnalisable pour le coup. Et quand les personnes se retrouvent sur ta boutique Etsy, ils peuvent choisir l'animal et le prénom aussi ?
Tu peux choisir dans la liste déroulante l'animal, parce que pour l'instant, je propose 5 animaux, si je ne me trompe pas. Et après, par contre, tu marques, tu as un endroit pour noter le nom de l'enfant que tu souhaites mettre. Ça peut être un nom, un prénom ou un mot, hein, pourquoi pas. C'est pas forcément le prénom de l'enfant. Alors c'est vrai que je savais qu'on pouvait ajouter un mot, mais je ne savais pas pour le mot. Donc je trouve ça vraiment bien. Comme ça, on a vraiment la liberté de choisir ce que l'on souhaite personnaliser dessus. Les médaillons et fagnons, c'est des produits qui sont faits sur du contreplaqué. Donc du contreplaqué, c'est différentes couches de bois en fait qui sont collées ensemble. Donc qui s'adaptent plus sur des articles fins comme ça. Et je propose aussi, ça me manquait de travailler du bois massif, donc je propose aussi des lettres donc qu'on peut poser en hauteur ou accrocher au mur d'ailleurs. Donc juste la lettre, par exemple du prénom de l'enfant, avec une composition florale dessus que je peins. Donc ça c'est un des produits que je propose. Et ensuite je propose aussi des lettres pour faire, tu sais, comme un Scrabble mural. Oui, je vois. Ouais. Tu peux acheter plusieurs lettres pour pouvoir faire un Scrabble mural. Alors là, c'est pareil, j'ai rajouté ma petite touche parce que c'est des produits quand même que tu trouves facilement sur Etsy. Donc là, ma petite touche personnelle, c'est encore les fleurs. J'ai ajouté à chaque lettre une petite fleur. Et donc tu peux acheter le nombre de lettres que tu souhaites pour pouvoir composer, par exemple, tous les prénoms de la famille ou un seul prénom, si tu veux acheter les lettres du prénom de ton enfant dans sa chambre. Ça, c'est pareil, je fournis l'accroche à l'arrière pour pouvoir le fixer au mur. Ah ouais, ça c'est vraiment bien pensé. Ouais, et grave utile en plus. Voilà, et ensuite c'est plus imposant. Mon plus gros produit, on va dire pour l'instant, c'est donc une décoration murale toujours personnalisée avec un fond. Pour l'instant, je fais que des fonds blancs en fait, tu vas avoir des éléments qui sont en relief. Donc par exemple encore des fleurs pour changer, des fleurs que tu peux faire, que moi je découpe à ma scie à chantourner. Donc ça, c'est des produits qui me demandent beaucoup plus de temps parce que je vais découper, au lieu de peindre directement sur le support, je vais découper à la scie à chantourner tous les éléments. Je vais les poncer, leur donner une forme. Si vous allez sur mon compte Instagram, vous pourrez voir comment je fais. C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Et ensuite, une fois que j'ai la forme de la fleur, des feuilles, etc., je vais pouvoir peindre dessus et coller tous les éléments sur mon support. Et je mets donc aussi le prénom de l'enfant qui est découpé dans du sapin. J'imagine que ça doit être minutieux la partie où tu découpes les fleurs pour mettre dessus. Ouais, tu peux être amené à découper des tout petits éléments suivant la taille. Et puis comme c'est de la découpe à la main, en fait, moi, mes plus gros concurrents, ça va être les personnes qui découpent au laser, parce que les prix sont vraiment réduits, parce que c'est surtout, tu vas surtout passer du temps à designer le projet et ensuite tu le lances au laser. Et c'est le laser qui découpe. Là, moi, je vais tout découper à la main. Donc, chaque création est unique parce que la main, c'est pas aussi précis que le laser. Je propose un modèle de base, mais je dis bien dans mes descriptions que d'un projet à l'autre, d'une création à l'autre, tu peux avoir des variations de couleurs, tu peux avoir un élément qui va pas être découpé tout à fait de la même façon. Voilà. Chaque création est vraiment complètement unique. C'est ça aussi qui fait la force de toutes tes créations, c'est qu'elles sont uniques en fonction de la journée où tu vas les réaliser. Par rapport au laser que tu parlais justement, je ne savais pas du tout car c'est pas du tout mon milieu et que moi j'ai très peu d'informations à ce sujet. Mais est-ce qu'à l'avenir c'est quelque chose pour laquelle tu aimerais te tourner ? Oui et non. Oui, parce que je pense que ça pourrait me faire gagner du temps sur certaines choses. Il y a certaines choses, par exemple, tu vois la découpe d'une fleur, comme je te disais tout à l'heure, ça je pourrais découper les éléments au laser, ça me ferait gagner du temps. Plutôt que de découper à la main chaque pétale individuellement, chaque feuille. Et ensuite, par contre, faire le ponçage et donner forme aux pétales et aux feuilles à la main. Donc ça, je pourrais le faire quand même pour me faire gagner un petit peu de temps. Mais en fait, j'adore ma scie à chantourner, j'adore le chantournage. Donc malheureusement, ça augmente un tout petit peu les prix de mes créations. Malheureusement ou heureusement, je sais pas. Mais c'est quelque chose qui me tient à cœur en fait, de garder ce côté vraiment fait à la main. C'est presque comme une machine à coudre.
Sauf que c'est une lame à la place de l'aiguille, une lame très fine, et tu peux découper en courbe, en ligne, et puis découper vraiment des tout petits. Tu viens insérer ta lame dans le bois, tu fais un trou dans le bois, tu insères ta lame, et puis tu découpes autour de ton design. Ah ouais, donc c'est très précis pour le coup. Et tu t'oublies tout pendant que tu fais ça. Je pense que c'est comme les personnes qui font de la couture, qui sont passionnées par la couture, c'est quand tu es devant ta machine, tu penses à rien d'autre. Tu te concentrer sur ce que tu es en train de faire, sinon tu pars dans tous les sens. Oui, c'est exactement ça. Et puis c'est libératoire à la fois. Tu ne penses à rien, hormis à ta création sur le moment, à vraiment être dans cette précision. Et est-ce que pour toi, c'est pas un peu thérapeutique, justement? Non, mais c'est vrai. Et puis ça, c'est quelque chose qu'on apprend à l'école, enfin que j'ai appris à l'école aussi, c'est que tu rentres pas en atelier avec tes problèmes. En fait, tu laisses tes problèmes à la porte de l'atelier, parce que tu peux pas être sur des machines. J'utilise, tu vois, la scie à chantourner, c'est pas quelque chose qui est trop dangereux. Je me suis jamais blessée avec, et bon, à part un peu t'écorcher le doigt, je pense que tu peux pas faire grand chose. Mais par contre, j'utilise une scie sous table qui est là quand même plus dangereuse, ou la scie à onglet. Donc, qui sont des lames rotatives, des grosses lames rotatives. Et là, tu peux pas penser à autre chose pendant que tu fais ça. Il faut que tu prépares ta machine, que tu prépares tes différents éléments, que tu sois sûr de ce que tu as préparé avant de mettre en route la machine. Et pendant que tu utilises, il faut que tu veilles à comment la machine réagit, comment elle fonctionne, s'il n'y a pas un problème. Il faut être prêt à l'éteindre s'il n'y a pas de problème. Enfin, tu vois, c'est des choses... que je disais, aujourd'hui, tout ce que j'ai appris à l'école, j'utilise. Et ça, c'est les fondamentaux. C'est la première année, le premier cours, c'est ce qu'on apprend, c'est à utiliser les machines. Et voilà, enfin, sans cette école, je me serais jamais lancée dans l'utilisation d'une scie sous table, par exemple. Je pense que ça me faisait trop peur. Oui, j'imagine. Puis il faut être à l'aise à être proche des lames comme ça. Moi, pour ma part, j'aurais trop peur de me couper. Et je te trouve vraiment courageuse, car il faut pouvoir le faire. Et tu expliques très bien qu'il y a des écoles spécialisées pour vous apprendre, notamment la sécurité à prendre. Et c'est important d'être dans un état d'esprit où tu vas bien pour pouvoir réaliser des créations, car ça peut aller vraiment très très vite. Et d'ailleurs, est-ce que tu as une anecdote à propos d'une création que tu as réalisée? Je te disais tout à l'heure, moi je suis maman de 2 garçons. C'est marrant parce que je me suis rendu compte en mettant mes produits sur ma boutique Etsy que j'ai quand même des produits très girly, avec des fleurs, des paillettes, et alors mes garçons m'inspirent beaucoup, mes enfants m'inspirent beaucoup, mais je sais pas si je comble pas un petit peu un manque de pas avoir eu de fille. Et pendant un moment, je me suis dit, est-ce que j'essaie de faire des produits plus neutres, voilà, qui ont moins d'éléments connotatifs. Et puis finalement, j'ai décidé de l'assumer. Je me suis dit, écoute, c'est ce qui te plaît, de faire des fleurs, de mettre des paillettes, donc continue comme ça. Tu avais le souhait justement de vouloir une fille? Oh bah écoute, je pense qu'on a tous envie d'avoir une fille, un garçon. Enfin, maintenant, tu sais, aujourd'hui, une fille, un garçon, enfin, tu l'élèves de la même façon. Hein. Mais si, moi, j'ai une petite nièce et j'adore la coiffer, par exemple. C'est quelque chose que j'aurais bien aimé faire au quotidien. Faire des coiffures. En plus, il y a la possibilité s'ils ont des cheveux longs, et ça reste un choix personnel. Et bien sûr que quand on est enceinte, on a plus ou moins le souhait par rapport... Et bien sûr que quand on est enceinte, on a plus ou moins le souhait par rapport au sexe de l'enfant, mais on sait que c'est la nature qui va faire les choses. Mais je peux comprendre que ton souhait au fond de toi, eh bien, tu le retranscris dans tes créations, et c'est bien aussi. Et c'est marrant parce qu'en en parlant avec toi, tu vois, c'est pas une question... Enfin, nous, on était très heureux d'apprendre qu'on attendait... Enfin, pour chaque garçon, on a été très heureux d'apprendre que c'était un garçon. Par contre, on a eu beaucoup de mal à trouver les prénoms. Plus de facilité à trouver des prénoms de filles, et notamment un qui nous tenait à cœur aux 2 grossesses. On sait, si c'est une fille, on l'appellera comme ça. Et c'est marrant parce que je me rends compte que, tu vois, mes créations tournent beaucoup autour du prénom. Et quand je te disais, je fais beaucoup de créations girly, c'est aussi le prénom. À chaque fois que, tu sais, j'ai fait beaucoup d'essais avant de créer mon entreprise. Quasiment tous mes essais, à chaque fois, ils tournaient autour d'un prénom féminin. Tu vois, il y a quelque chose. Je devrais faire une petite analyse psychologique, je pense. Je pense qu'il y a un petit message codé derrière tout ça, et ce n'est pas anodin finalement les prénoms que tu choisis pour tes créations. Non, à chaque fois, c'est des prénoms qui me viennent. Je prends. C'est vraiment juste pour des exemples.
ça va être un prénom que j'ai entendu, un enfant que je vais rencontrer, il me dira, ah, tiens, le prénom, je l'aime bien, puis je vais l'utiliser. Mais non, c'est pas forcément des prénoms que moi j'aurais donné à mes enfants. C'est vraiment, c'est comme les créations, en fait. C'est quelque chose que je vais entendre ou que je vais voir qui va me donner l'idée et ça vient tout seul et je me pose pas de questions. Ça vient tout seul dans ma tête. Avec la petite méduse. Oui, et c'est au coup de cœur en fait. Et puis la dernière fois, j'étais tellement honorée que tu choisisses mon prénom pour une de tes créations. J'étais trop contente et je me suis dit, oh, trop bien. Ça correspond tout. En plus, ça correspond totalement parce que ça reste dans la thématique autour de la mer, océan, et ça rend super bien. Et c'est fou de voir qu'il y a un lien avec la maternité, comme à chaque fois. Il y a toujours quelque chose qui se relie sans qu'on puisse le savoir. Même au fond de nous, comme tu disais, parfois il y a un message à creuser, et si on n'a pas envie, bah c'est ok aussi. Et ce que tu partages, bah je le comprends vraiment. Et c'est pour ça que quand tu m'as proposé ce podcast, je me suis dit, bah oui, ça paraît évident en fait. Enfin, je trouve que on se complète. Puis, enfin, voilà, on s'est rencontrés sur 2 jours à peine. On s'est tout de suite bien entendu et c'est pas pour rien. Ouais, c'est clair. Puis parfois on croise des personnes sur notre chemin que l'on ne pensait pas. Et je pense que dès le moment où tu as dit je vais créer des personnalisations pour chambre d'enfant, je me suis tournée et là je me suis dit je crois qu'on va bien s'entendre. C'est pareil quand t'as parlé de ton métier et puis t'avais des personnes quand même dans la formation qui étaient un peu médusées, qui étaient là mais de quoi elle parle. Et moi tout de suite ça m'a parlé en fait parce que je t'avais dit j'avais fait des recherches notamment avec le deuxième qui a eu beaucoup de problèmes de sommeil. Je m'étais tournée vers ce type de métier et je trouve que c'est... Bah merci beaucoup parce que c'est plaisant et gratifiant de l'entendre parce que tout le monde ne le voit pas comme ça et c'est ok. Et puis je respecte le point de vue de chacun. Mais c'est gratifiant lorsque des parents nous font confiance et qu'ils prennent au sérieux notre métier. Et puis honnêtement c'est vraiment ma priorité. Puis j'ai rencontré tellement de parents qui sont démunis tous les jours. Ils essaient de sortir la tête de l'eau. Ils ont des questions qui sont sans réponse. Et quand je t'ai rencontré et que je t'ai mentionné tout ça et que tu m'as fait part de ton vécu de maman, je me suis dit qu'il faut vraiment que je lance ce projet. Je suis persuadée qu'à un moment ça va fleurir et ça va faire du bien à de nombreux parents. Et puis les papas, ils ont autant leur place que les mamans. Oui, non mais c'est clair. Et puis ça concerne pas que la première maternité. Tu vois, moi j'ai été beaucoup plus démunie avec mon deuxième enfant qu'avec le premier. Ah ouais. Finalement, ça a été assez simple. Sur le moment, je m'étais dit, c'est quand même dur. Et puis, quand j'ai eu le deuxième, je me suis dit, non, en fait, c'était très facile. Parce qu'on a eu des problèmes avec le deuxième qu'on pas du tout avec le premier et comme tu dis tu parlais du papa et c'est tellement vrai parce que avec mon premier mon mari était impliqué sur tout, enfin on faisait tout ensemble en fait, on partageait toutes les tâches ensemble. Donc pour le premier on partageait tout, on faisait tout ensemble et que ce soit le bain, le coucher, le changement de couche, vraiment tout. Et le deuxième a complètement refusé ça. Le deuxième hurlait dès que c'était son père qui s'occupait de lui. Et j'ai été toute seule en fait à être obligée finalement de m'occuper de lui on était tous les deux démunis quoi, que ce soit le papa ou moi, on se disait mais possible, comment on va se sortir de là quoi. Oui, j'imagine que ça a dû être une étape difficile pour vous deux de savoir comment faire et des questions qui reviennent comme pourquoi il refuse le papa, pourquoi il souhaite être proche de moi. Les questions en fait elles sont légitimes. Et cette situation que tu évoques sont bénignes. Il y a des enfants qui vont être proches d'un parent, mais ça n'empêche pas que l'autre parent l'aime aussi et que ça peut prendre du temps. Et tu évoquais durant ta première grossesse que ton conjoint était présent, que vous partagez les tâches. Moi, je trouve ça vraiment formidable parce que en tant que jeune parent, d'être dans un état d'esprit d'équipe où c'est 50-50 sur les tâches à réaliser, moi, je trouve ça vraiment top. Puis, les enfants sont différents et c'est ce qui fait la richesse de la famille. Et par rapport à ces questions, ce sont quand même des éléments qui sont bénins, mais que personne n'aborde. Du coup, ça stresse les parents. Ils se remettent en cause comme, qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Et je trouve ça dommage parce que ce n'est pas du tout de leur faute, ni même, en fait, de l'enfant, ni du parent, quoi. Et puis la famille qui vit pas ça au quotidien va pas forcément comprendre ce que tu ressens même si tu as une famille qui t'entoure, elle va pas forcément comprendre ce que tu ressens et elle va pas forcément réussir à t'épauler dans ces difficultés-là. Donc ton métier, il est d'autant plus important parce qu'il y a un moment, même si ton mari est très très présent et compréhensif,
besoin d'en parler avec quelqu'un d'autre. Besoin de sortir de la sphère familiale et puis d'en parler avec quelqu'un de neutre en fait. Oui, qui ne fait pas partie du contexte familial et amical, mais là, de se dire que je peux poser toutes mes questions en toute bienveillance, il n'y a pas de tabou ni de jugement, c'est rassurant. Et puis j'espère que mon projet fonctionnera de tout cœur parce que j'essaierai de répondre à toutes les questions, mais malheureusement, il y a tellement d'informations autour de la parentalité que je n'aurai peut-être pas toutes les réponses. Je ferai mon maximum, mais je sais que j'ai la chance d'avoir une complémentarité avec tous les professionnels du bien-être et de la santé qui sont à côté de moi, qui me font confiance et qui pourront répondre à toutes les questions pour lesquelles moi je ne suis pas en capacité de répondre puisque ce n'est pas de mon ressort, mais qui peuvent aussi être là et soutenir les parents qui auraient besoin. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir partagé un bout de ta maternité et de ta vie de maman. Je trouve que c'est important que tu l'aies mentionné. Et pour revenir à ton métier, j'aimerais te poser une question qui est la suivante. Comment est-ce que tu choisis le bois pour tes créations et quelle est l'importance que cela va apporter dans le processus ? Déjà, moi, je choisis mon bois. C'est vraiment ça le terme. C'est que je vais sur place pour le choisir. Donc, j'utilise beaucoup de contreplaqué, comme je disais tout à l'heure. Donc, tu as différents niveaux de contreplaqué. Tu as différents niveaux de contreplaqué. Et donc, moi, je vais vraiment choisir mes panneaux parce que tu peux avoir des panneaux qui ont des défauts. Et comme là, je suis sur quand même de la décoration, de la décoration, c'est-à-dire que t'as un défaut sur, par exemple, un fanion, tu vas voir que ça. Des stries un peu sur le bois, tu peux avoir par exemple, des endroits du bois où le plaquage, enfin le dessus du bois est un peu plus fin, et donc tu vas avoir de la colle. Tu peux avoir ce qu'on appelle des patchs. Au Québec, ils appelaient ça comme ça, mais je sais pas si en France on appelle ça comme ça. En fait, tu vas avoir, par exemple, un endroit du panneau parce que le bois, ça reste une matière naturelle, hein, donc c'est pas parfait. Tu vas avoir un endroit du panneau où tu as un petit trou, et donc il va y avoir un patch en bois qui va être mis dessus, mais ça c'est quelque chose que tu vois en fait sur le panneau, donc je peux pas l'utiliser donc c'est important parce que une de mes valeurs c'est aussi de tendre, je dis bien de tendre vers le zéro déchet parce que c'est très difficile. Ces parties là où tu as des défauts sur le bois, je vais pas pouvoir les utiliser. Donc voilà, je choisis mes panneaux pour qu'il y en ait le moins possible. Après, là, pour l'instant, c'est vrai que je débute. J'achète du bois en toute petite quantité. Mais quand je serai un peu plus lancée, j'aimerais pouvoir aller me fournir auprès de fabricants français déjà pour coller aux valeurs de pétales de bois. Aller me fournir directement chez le fournisseur, c'est surtout ça. Chez le fabricant pour éviter toutes les étapes d'importation, non ? Ouais, c'est ça. Et il existe des boutiques qui vendent du bois pour tes créations ? Il y a différents fournisseurs, t'en as un peu partout, mais tu peux aussi contacter directement les fabricants et aller les voir pour acheter chez eux directement. Donc, par exemple, si tu as un fabricant qui est un peu loin, le fabricant va en fait revendre, passer par différents fournisseurs qui sont partout en France. Donc dans le Calvados, ça va, on est plutôt bien servi. Tu as quand même t'as des fabricants et des fournisseurs, donc assez facilement. Tu vois, je ne savais pas et comme quoi, tu vois, j'en apprends encore tous les jours. Et par rapport aux pièces que tu as réalisées, est-ce qu'il y en a une que tu préfères ou pas ? Je te parlais tout à l'heure de l'initiale en bois, en sapin, que j'ai faite parce que ça me manquait de découper du massif. Et je pense que c'est une des dernières que j'ai réalisées. En fait, rien que de découper le massif, tu as une odeur qui est différente. C'est important aussi, quand tu découpes du sapin, tu as une odeur, je ne saurais pas dire de quoi, mais faudra, à l'occasion, je te ferai sentir. Mais c'est très agréable à découper, en fait. Voilà. Et puis, tu as quand même, dans le bois massif, tu as quand même des aspects qui sont différents que dans le panneau. Tu as des nœuds dans le bois. Alors moi, j'aime ces petits défauts. Pour le coup, dans le bois massif, j'aime ces petits défauts. Quand tu as une partie qui est un peu plus foncé, t'as du marron. Donc ça, c'est les nœuds que tu peux trouver dans le bois. Et je trouve que ça fait joli en fait sur une création. Alors après, ça va pas être au goût de tout le monde. Il y a des gens qui vont dire non, c'est un défaut, je veux pas ça sur mon initiale. Ou sur un prénom quand je découpe les prénoms en bois aussi. Mais voilà, moi c'est quelque chose que j'aime bien. Et ça rend la pièce unique. Le bois il a été fait comme ça et ça apporte une petite touche. Puis comme tu l'évoques, ça peut plaire
ou pas, et c'est totalement ok. T'as des aspects complètement différents et des couleurs différentes. Moi, j'aime beaucoup travailler le chêne aussi. Mais malheureusement, ça augmente beaucoup le prix des créations. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, je me suis cantonnée au sapin parce que c'est le bois le plus trouvé. Mais c'est vrai que t'as des bois plus durs qui ont des aspects et des couleurs très très belles. Je comprends. Puis pour ma part, moi, j'adore le bois clair. Mais je me suis jamais penchée, tu vois, sur tes créations pour savoir comment est le bois. Je trouve déjà, moi, le rendu magnifique. Et je trouve que ça rend super bien. Et je ne fais pas forcément attention aux petits détails en photo. Et puis, s'il y a quelques défauts, je trouve que c'est intéressant aussi parce que ça démontre le temps qui est passé derrière tout ça. Et on peut pas prédire aussi comment se construit le bois au fur et à mesure du temps. Moi, je trouve qu'au contraire, le défaut du bois apporte honnêtement la beauté et le charme de la création, tu vois. Oui, je suis d'accord. Enfin, et ça, c'est une grande question que je me suis posée au début. J'ai contacté justement d'autres créatrices d'objets en bois parce que je me disais, mais par exemple, quand je vais découper un fanion, tu peux, et ça je le dis aussi dans mes descriptions d'articles sur Etsy, tu peux avoir des petits éclats. La scie, elle va pas faire un découpage parfait. Et puis comme je disais, le bois c'est une matière naturelle, donc tu peux avoir des petits éclats, tu peux avoir des tout petits défauts que moi je vois que ça. Et j'avais contacté notamment une créatrice normande. Et je lui avais dit, mais t'as jamais de retour négatif, de gens qui vont te dire, mais ton truc il est pas parfait. C'est sûr que ça sort pas de chez Maison du Monde, quoi. Et puis j'ai pas les machines que tu peux trouver sur des grosses productions en série non plus. Et elle m'avait dit, non, franchement, les personnes sont hyper tolérants quand ils savent que ça vient de petits créateurs. Alors je dis pas qu'il faut faire n'importe quoi, mais ces petits défauts-là, ils font partie du charme aussi de la création. Et comme toute personne qui débute dans la création ou en tant qu'auto-entrepreneur, on a toujours de l'appréhension et des questions sur le métier que l'on envisage. Et de pouvoir se tourner vers des personnes qui sont déjà ancrées dedans et de pouvoir poser ces questions, je trouve que ça rassure énormément. Mais c'est chouette que tu aies pu contacter d'autres personnes et que par la suite, tu vois, tu puisses aussi construire un réseau. Non, mais j'hésite pas. C'est vrai que sur Instagram, et puis les personnes en général sont toujours contentes de parler de leur métier, de leur expérience. Donc, faut pas hésiter quand tu veux te lancer dans un projet à contacter des personnes qui font la même chose que toi, mais qui ont une expérience un peu plus importante. Et s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui seraient intéressées d'en parler avec toi, est-ce que tu serais d'accord de me parler par message ou Insta ? Oui, c'est sûr. On parlait d'environnement tout à l'heure et justement, je me posais la question, comment intègres-tu la durabilité et la responsabilité environnementale dans tes créations ? Je sais que tu fais de ton maximum et que tu ne peux pas faire du 100%, c'est normal, mais est-ce qu'il y a des petits gestes que tu réalises au quotidien ? On parlait donc de la façon dont je choisis mon bois, on parlait aussi de la peinture que j'utilise. J'ai pas eu l'occasion de dire aussi la peinture et surtout le vernis que j'utilise qui vient de chez Colibri Peinture. J'ai une petite anecdote là-dessus, c'est que elles sont super bon. Le vernis notamment, c'est des produits naturel et quand tu sens par exemple un fanion ou un médaillon, quand j'ai mis la couche de vernis dessus, t'as l'impression d'être à la mer. Ça sent super bon. J'ai l'impression que ça sent les algues. Je sais pas. Faudrait que je me renseigne plus en détail sur les produits qui sont utilisés. Mais ça sent super bon. Donc si un jour tu vois une de mes créations, tu n'hésites pas à la sentir. Un petit truc en plus. Donc c'est vrai que cette marque-là, j'ai longtemps cherché une marque française qui utilise des naturels et j'en ai trouvé plusieurs et celle-ci, elle me tient particulièrement à cœur pour les valeurs justement. On essaie tous de faire des petits gestes. Je trouve ça top que tu gardes justement ces petits bouts pour faire les petits Scrabble. Et comme je disais tout à l'heure, on peut pas faire du 100%, mais faire déjà le pas, c'est énorme. Ensuite, ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est le zéro déchet. Donc, c'est quelque chose que j'essaye aussi de montrer dans mon Instagram, c'est que quand t'as fini de découper tes fanions, par exemple, dans une planche de 120 cm par 60, forcément, la dimension de ton fanion, ça rentre pas pile poil dans ta planche. Il va te rester des choses. Avec ces retailles, je vais créer par exemple les petites lettres qui sont des petits carrés de 10 par 10, les petites lettres Scrabble, avec ce qui reste pour jeter vraiment le moins possible. Et puis je garde toutes mes retailles, je les garde dans un
dans une boîte. Et puis ça deviendra des porte-clés, ça deviendra ça me sert par exemple pour faire des cales quand j'ai besoin de cales pour un usinage particulier, je vais utiliser mes petits morceaux qui me restent pour faire ces cales. Enfin voilà, je crois que on va dire 6 mois à peu près où j'ai mon atelier, j'en suis à mon 2e sac poubelle. Donc sac poubelle, sac avec des morceaux de bois que je vais mettre à la déchetterie. C'est clair, et puis quand tu en parles, ça donne vraiment envie de se projeter et de se lancer. Et pour les personnes qui aimeraient aussi se lancer dans la création artisanale en bois, est-ce que tu aurais des conseils à leur apporter ? Non, mais c'est ça, tu peux pas être parfait, mais je trouve que les petits gestes du quotidien comptent. Faut pas hésiter à le faire et puis à en parler aussi, parce que les gens se rendent pas forcément compte de ce qu'on peut faire aussi. Oui, en fait, t'es tout le temps surexcité car t'as envie de faire plein de choses, enfin, tu le vis, ça fait partie de toi et c'est ok car c'est cette motivation qui va te permettre d'être là aujourd'hui. Et tu le dis très bien à travers tes mots, c'est que tu es fier de toi. Et puis c'est tellement gratifiant aussi d'entendre ça, d'être fier de soi, de ses créations. Et pour terminer, quelles sont tes plus grandes satisfactions ? Oui, plusieurs conseils. Déjà, je pense que la première, on sera d'accord toutes les deux, c'est se former. Ouais, parce qu'on a suivi toutes les deux la formation à la Chambre des métiers de l'artisanat. Il y a plein de choses auxquelles on pense pas, des obligations légales, des organismes à contacter, etc. Et c'est vrai que ces formations-là qui sont proposées par les CCI ou les CMA, elles sont hyper importantes. Parce que on se lance pas, enfin c'est pas juste des créations, il y a toute la gestion d'une entreprise derrière, donc c'est pas anodin. Ouais, c'est pas rien, ouais. Après, je pense que il faut pas hésiter à se focaliser sur une sorte de produit. Alors je dis pas un produit, mais une sorte de produit, avoir vraiment une ligne directrice. Parce que moi au début, quand je me suis dit, allez, je vais me lancer dans la fabrication de décorations en bois, franchement j'ai tout testé, quoi. J'ai fait des tableaux en bois, ce qu'on appelle de la mosaïque en bois. J'ai fait des décorations. Franchement, j'ai testé plein de choses. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais attends, Stéphanie, qu'est-ce qui te plaît ? Et il y a la notion de qu'est-ce qui te plaît toi en tant que créateur, et puis la notion de qu'est-ce que tu as envie de vendre. Et voilà. Et puis finalement, petit à petit, ça a vraiment été un long processus, mais il y a 6 mois, j'aurais pas du tout proposé les mêmes choses qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis vraiment contente de ce que je propose, de vraiment proposer des décorations pour les chambres d'enfants, des décorations en bois personnalisées pour les chambres d'enfants. Parce que c'est ce qui me plaît, ça me fait plaisir de faire plaisir aussi bien aux enfants qu'aux parents. Et puis voilà, je pense que si on part dans tous les sens, si on propose plein de produits différents, je vais te donner un exemple, mais quelqu'un qui va proposer des objets qu'elle a cousus, des objets qu'elle a et puis à côté qui va proposer aussi des bougies. Enfin, le client il est complètement perdu, je pense. Après, je me trompe peut-être, hein. Mais moi, en tant que client, en tout cas, je sais que j'aime avoir des boutiques où tu as vraiment un univers, des valeurs et qui sont bien définies. Et pas quelque chose, qui propose une boutique qui va proposer des produits complètement différents. Moi, je pense qu'il faut pas hésiter à se nicher un peu dans un type de produit. On parlait de l'importance de l'entourage. Il faut quand même avoir, je pense que c'est important d'avoir des personnes autour de toi qui croient en toi, parce que la création d'entreprise, la gestion d'entreprise et la création, c'est pas du lundi au vendredi, hein, c'est toute la semaine. Tu te couches avec, tu te lèves avec. Des fois, moi, j'aimerais bien décrocher un peu, mais c'est vrai que tu penses qu'à ça en fait, parce que c'est un projet qui te tient à cœur. Qui s'arrête pas le soir à 17h, hein, donc faut quand même avoir un entourage qui est prêt à te suivre là-dedans, parce que moi j'ai l'impression de parler que de ça. Ouais. Dès que je vais voir quelque chose, je vais me dire tiens, ça pour mon entreprise ce serait bien. Voilà, t'y penses tout le temps. Alors déjà, c'est d'avoir réussi à mêler plusieurs de mes passions, donc le travail du bois et la peinture. Ça, c'est aussi, tu vois, quand je parlais de ligne directrice, je me rends compte que
Au début, je pouvais me focaliser. J'ai des prototypes, par exemple, de médaillons où j'utilise que du bois. Donc, c'est une initiale, mais en bois, sur un support en bois. Et je trouvais le résultat très sympa parce que assez minimaliste. Et voilà, ça me plaisait beaucoup. Et puis, finalement, je me rends compte que la peinture, c'est hyper important pour moi. Et c'est aussi ça qui me démarque, je pense, dans mes créations. Parce que voilà, c'est deux choses que j'ai réussi à combiner et j'en suis super contente. Et puis j'aime aussi, tu vois, passer une partie de ma journée en atelier, dans mon atelier plein de poussière. Mais j'aime aussi parfois me dire, allez, aujourd'hui je vais pas dans mon atelier, je fais que de la peinture parce que j'ai pas envie d'avoir les cheveux pleins de poussière et prendre une douche en fin de journée parce que je suis toute poussiéreuse. Donc j'ai l'impression d'avoir trouvé un équilibre dans mes créations, en tout cas pour moi. Ça me convient parfaitement. Oui, et c'est ce qui est important pour toi et qui fait partie de tes valeurs sur comment tu souhaites procéder à cette réalisation auprès de tes créations et aussi selon ton envie du moment. Du coup, cela termine cet épisode. Je te remercie énormément, Stéphanie, de nous avoir partagé ton métier. Je te remercie. Au plaisir et merci de nous avoir parlé de tout ce que tu entreprends. Ça donne vraiment envie d'aller voir ta boutique. Et d'ailleurs, où est-ce que l'on peut te retrouver pour pouvoir avoir accès à toutes tes créations ? Donc sur Etsy, ma boutique, donc c'est Pétales de bois tout attaché au singulier, parce que c'est marrant, quand j'ai choisi ce nom d'entreprise, je me suis pas dit qu'à chaque fois on me poserait la question est-ce que c'est au singulier ou au pluriel, pétales. Donc pétales au singulier de bois. Tout attaché, et donc sur Etsy, sur Instagram aussi, Pétales de bois. Pour avoir plus d'informations sur Instagram, pour avoir tous mes petites astuces de fabrication. Et puis sur la boutique pour acheter directement les créations. Je vous mettrai tous les liens dans la description si vous voulez aller voir ses créations et si vous avez des questions à poser à Stéphanie relatives à son métier, elle reste disponible pour vous. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de t'avoir interviewé et je te souhaite une très belle continuation dans tous tes projets et créations et dans ta vie aussi de maman. Je te dis à bientôt et surtout, prends soin de toi. À bientôt, Océane, merci. Merci pour ton écoute et le temps que tu y as consacré. Je t'invite à partager tes questions ou même tes suggestions dans les commentaires. Ton retour est vraiment essentiel pour que je puisse créer du contenu qui résonne avec tes besoins. Si tu souhaites participer à mon prochain épisode, le lien de mon formulaire est disponible dans la barre d'informations de cet épisode. Prends soin de toi et moi je te dis à bientôt dans ma bulle de douceur.